Euh, Qu'est-ce que les gens font trop? Oh. Si on prend Elon Musk, le but ça va être que tu répondes le plus vite possible. C'est un ASMR. Je suis ravi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Joris, formateur, investisseur et entrepreneur. Il sait être efficient et viser toujours plus haut. Comment ça va, Joris? Très bien, toi Marco. Ça va très bien. On va aujourd'hui aborder ton parcours, tes embûches, l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui et dans lequel tu étais. Et ensuite, j'aurai un petit jeu pour toi. Je vais m'amuser à être Julien Lepers et je vais te poser plein de questions. Il faudra me répondre du tac au tac. Parfait. La plupart des questions, bon non, certaines questions aujourd'hui, je te les ai déjà présentées. Et histoire d'avoir des réponses un petit peu fluides, tout ça. Mais à l'inverse, il y a un paquet de questions que je t'ai pas présentées pour justement avoir un peu du live déjà, vivre une vraie expérience avec toi et avoir comme, voilà. Je sais pas où c'est que je partais avec ça, mais on y va, ça c'est sûr. T'as pas toutes les questions, voilà. On va commencer du coup par ton parcours. Pour nos chers téléspectateurs, nos chers auditeurs, ah oui, pour ceux qui nous écoutent aussi sur la plateforme, c'est un podcast aussi vidéo. Mais bon, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, qui es-tu? Alors, je suis Joris Crouzil, j'ai 35 ans, toulousain. Je suis, on va dire, multi-investisseur immobilier, fondateur du coup de Meraxia depuis maintenant 3 ans, qui est un écosystème complet d'accompagnement, coaching sur l'investissement immobilier. Et dans tout ce que je fais, en fait, la particularité, comme tu l'as évoqué, c'est que je vais venir mettre de l'efficience, que ce soit immobilier, entrepreneuriat, même perso, dans tout ce que je développe aujourd'hui. Très bien, super. Alors moi je le sais, mais peut-être les auditeurs ne le savent pas. Qu'est-ce que tu faisais comme métier juste avant ça? Alors, qu'est-ce que je faisais comme métier? Rien à voir. À la base, je suis ingénieur chimiste et rapidement, j'ai travaillé dans des projets pétroliers. En fait, j'ai fait une formation à la fin de gestion de projet global et du coup, je suis arrivé pour gérer les finances de projets pétroliers, donc entre 500 millions et 3 milliards. J'étais le responsable financier des projets, puis je suis passé responsable planning. En gros, je gérais un petit peu bras droit un peu de toute la gestion de projet, des chefs de projet. Et donc, j'ai pu travailler au Brésil, au Nigeria, en Égypte. En fait, notre rôle, c'était de construire l'usine, ou construire les pipelines qu'on posait en mer, etc. Et après, de donner les clés à Total, toutes les entreprises qui exploitent et de laisser exploiter. Ok. Brésil, pays que tu affectionnes particulièrement. J'ai vécu, je suis parti pour une mission de 3 mois, je suis resté 3 ans. Ah ouais. Donc voilà, bien sûr, je suis amené cette opportunité-là de rester 3 ans. Mais complètement, c'est une vibe très particulière. Voilà, sourire, enfin vraiment le côté déjà nature, le côté hyper accueillant. Et aujourd'hui, de par cette expérience, je parle portugais couramment. Donc c'est vrai que je me sens chez moi là-bas quand j'y vais, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, ça m'amène à la prochaine question. Est-ce que c'est le Brésil ou est-ce que ça a été ailleurs? À quel moment tu as eu un déclic en fait pour partir dans l'immobilier dans un premier temps, mais surtout dans l'entrepreneuriat slash la formation? Il y a eu pas mal de déclics. Je pense que c'est venu un petit peu petit à petit. Il n'y a pas eu un gros déclic qui m'a fait switcher complètement parce que j'avais déjà une très bonne situation. J'étais payé pour vivre au Brésil, j'avais un appartement de fou, un métier qui était top, c'est multiculturel, tu bosses sur des gros projets. Mais du coup, quand je suis rentré du Brésil, en fait, je suis rentré du jour au lendemain. Crise pétrolière au Brésil, on te dit, tu as une semaine pour rentrer. Wow. Donc là, tu te dis, en fait, waouh, ce à quoi je tenais là, en fait, finalement, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je suis rentré en France, 1 an après, on me dit, en fait, on te refuse une promotion parce que tu es trop jeune. Donc là, deuxième déclic. Ouais. Alors que tu es performant, Alors que voilà, je montais d'échelon tous les ans, je kiffais, je développais énormément de choses en plus que ce qui m'était demandé, donc ça me faisait grimper des échelons très rapidement, ça me plaisait, donc je bossais énormément. Et tant qu'on me laissait les opportunités et je pouvais les saisir, tu vois, c'était bon. Et donc là, j'ai eu ce coup-là où je me suis dit, en fait, peu importe ce dont j'ai envie, je serai toujours dépendant finalement de ce quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc ça, c'était mon gros déclic qui m'a mis vraiment dans l'immobilier. Ok. En me disant, ok, en fait, il faut que je crée quelque chose moyen long terme. C'est pas du court terme, c'est vraiment à 5, 10, 15 ans à peu près, pour pouvoir me libérer un peu de ce mono-revenu finalement, à côté de ça. Et après, en fait, est arrivé où j'ai beaucoup développé l'immobilier très rapidement, beaucoup d'expérience, un entourage qui s'est constitué aussi d'investisseurs immobiliers qui m'ont demandé un petit peu des conseils, de les aider à faire pareil. Et arrivé un moment, le dernier déclic, ça a été je faisais à moitié mes projets IMO, à moitié un petit peu de coaching one-to-one avec des amis ou d'amis d'amis,
plus mon job. Et là, j'ai dit, je ne peux pas faire les trois en même temps, qualitativement. On peut toujours le faire, mais qualitativement. Et donc, je me suis dit, je m'arrête un an de bosser, parce que l'immobilier me permettait de le faire aussi financièrement. Je teste de lancer la partie coaching. Je ne sais pas trop quel format ça allait prendre, mais je teste de le lancer. Et au bout d'un an, je vois ce que ça a donné. Je vois ça me plaît, ça fonctionne. Et vu le métier que je faisais, je ne prenais pas trop de risques parce que je savais qu'au pire, je pouvais revenir dans une boîte à peu près similaire. Tu as toujours la sécurité. Ouais. Donc je me suis dit, allez, je me lance un an. Bon, au bout de 6 mois, je me suis dit, ok, c'est bon. j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas envie de revenir et je ferai tout pour ne pas revenir. Quoi. Pour ne pas revenir. Et du coup, quand tu t'es lancé pendant ces 6 mois, tu avais arrêté ton travail? Ouais, complètement. Ok. Punaise. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as voulu prouver à ce moment-là, que ce soit à toi-même ou peut-être à ton entourage? Alors, consciemment, je pense pas. Inconsciemment, oui. Je m'analyse de plus en plus. Je suis beaucoup dans l'auto-challenge. Dans tout ce que je fais, j'adore me dire, en fait, je fais un truc qui est très bien. Non, mais en fait, je sais que je peux faire mieux, je peux amener mieux sur du moyen terme. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a poussé en me disant, c'est pour ça que j'ai arrêté complètement. Au début, j'avais pensé me mettre à mi-temps, en me disant, tu vois, je continue quand même une sécurité sur mon job, j'ai l'immobilier, j'ai ça. Et en fait, je me suis dit, si je le fais à mi-temps, comme je le faisais depuis 6 mois, à faire des coachings à droite à gauche, je sentais que je manquais quelque chose de pouvoir le faire pleinement, ne pas avoir de regrets, ne pas avoir testé à 100%. Et c'est là où je me suis dit, en fait, vas-y, il y a du besoin, tu as une expertise, je kiffe transmettre et aider, donc ça correspond à ce que je voulais faire. Mais je me donne 100% des moyens. Si je l'avais fait qu'à moitié, je l'aurais mal fait et j'aurais pas du tout eu la même expérience, je pense. Ok, hyper intéressant. Donc les amis, lancez-vous à 100%. Allez-y. Ça veut pas dire brûler le bateau, burn the boat, comme il dit Tony Robbins, je crois. Ça veut pas dire brûler le bateau, tout ça, mais quand même, allez à la poursuite de vos rêves. Le tenter. Petite question pour moi, hein, je connais un petit peu la réponse, mais est-ce que dès le départ, tu étais organisé comme tu l'es aujourd'hui ou est-ce que tu as un petit peu galéré? Alors, il y a deux choses, c'est un peu organisation et discipline, pour moi qui sont deux choses complètement séparées. Ça va dépendre des choses. Par exemple, je pars en voyage, je prends le billet la veille et je vais sur place et j'avance. Organisation, je suis toujours un petit peu, on va dire, ce qui est nécessaire pour avancer. Mais c'est pour ça que je construis énormément de process, je mets énormément de cadres déjà depuis tout le temps parce que je sais que si je ne le mets pas, j'ai une façon de travailler ou un état d'esprit qui va partir un petit peu dans tous les sens. Donc je me force depuis le début à le faire et maintenant depuis 2 ans à peu près, une bonne année et demie, 2 ans, j'essaie maintenant que ça en place, le gros cadre en fait, les 80% sont en place, d'aller amener les 20% qui restent pour du coup toujours faire un peu plus. Ok, du coup j'en déduis de ça, bon c'est pas une question qui t'est prévue ou quoi que ce soit, mais que aujourd'hui tu te concentres sur, tu as une organisation qui est bien en place et les choses sur lesquelles tu te concentres pour améliorer ton organisation, ce sont pas du tout les mêmes que quand tu as démarré, tu te concentres pas sur les mêmes. Exactement. Il y a maintenant énormément de process, énormément de scaling aussi j'imagine. C'est exactement ça. Là aujourd'hui, ce que je faisais au début, c'était surtout sur beaucoup de tâches opérationnelles que je venais essayer de processiser et de faire en sorte que si je la dupliquais plusieurs fois, elles me prennent de moins en moins de temps. Ça, je le faisais déjà dans mon job à l'époque, puisque tous les mois, on faisait des rapports financiers. Donc, évidemment, il fallait synthétiser ça pour que ça me prenne le moins de temps possible. Donc là, je l'ai mis directement sur des tâches opérationnelles. Maintenant, je fais quasiment plus aucune tâche opérationnelle dans mon entreprise. Et donc là, c'est plus sur des routines de tâches de développement, prendre le temps et faire en sorte d'amener la tâche jusqu'au bout. C'est plus sur des tâches de fond. Ok, très bien. Bon, mais on a parlé de ton passé. Je vais rajouter une petite citation de Tony Robbins encore, mais qui dit « Your past does not equal your future ». Donc, votre passé n'est pas forcément égal à votre futur. Vous pouvez créer vous-même votre futur. On va maintenant parler de ton chemin. Du coup, pour en arriver là, quelles ont été pour toi tes 3 plus grosses erreurs? Alors, c'est difficile. C'est difficile dans le sens où pour moi rien n'est une erreur. C'est des choses. Alors je cadre toujours tout un maximum en amont, donc du coup j'arrive à minimiser l'impact des erreurs finalement
et que ça ait moins d'impact psychologique en me disant merde, j'ai fait ça, j'ai perdu énormément d'argent ou de temps ou quoi que ce soit. Mais si je devais en citer trois, un peu dans l'ordre, la première, ça a été de vouloir copier les autres. Quand j'ai démarré dans l'IMO, 2018 à peu près, vraiment la partie accélération, j'ai mis 8 mois avant de trouver le premier projet. Maintenant, avec le recul, en fait, en l'analysant, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, alors, Instagram à l'époque, ça n'existait pas trop, mais surtout YouTube. Je regardais plein de vidéos YouTube pour me former, pour apprendre, etc. Très bien. Mais du coup, tu vois des personnes qui sont 3 niveaux au-dessus de toi. Et tu as envie de faire pareil qu'eux. Ah oui. Et alors qu'en fait, comme eux, ils parlent de leur parcours actuel, ils ne te parlent pas forcément du premier appartement qu'ils ont acheté ou du premier truc. Donc toi, tu te compares à ça, 3 niveaux au-dessus, et tu as envie de faire pareil. C'est normal, tu dis, attends, il a fait ça, il a fait un immeuble, il a fait le truc et tout. Et donc en fait, je cherchais un peu ce projet idyllique, ce truc un peu complexe. Et au bout de 8 mois, j'avais rien fait du tout. Et en changeant cette façon de réfléchir, plutôt cette façon de penser, du coup, ça a créé le déclic. On a fait 5 immeubles en 6 mois directement, juste parce qu'on s'est dit, en fait, non, on redescend d'une étape, on n'est pas encore à ce niveau-là, on redescend. Et même acheter des choses simples, ça nous fait avancer. En fait, c'était surtout ça. Première erreur. Deuxième. Donc, du coup, tu t'es concentré, excuse-moi de te couper, sur ce qui est proche de toi aujourd'hui. Tu n'as pas essayé de copier les gens où on voit que ce soit sur Instagram, que ce soit sur d'autres choses, on voit juste une petite partie de leur journée, une petite partie de leur projet, on ne voit pas toutes les galères derrière, on ne voit pas comment ils ont fait et surtout qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ou qu'est-ce qu'ils mettent en place pour que ça arrive. Au lieu de prendre la solution qu'ils avaient eux, qui n'était peut-être pas adaptée du coup au niveau que tu avais, comme tu dis, tu regardais ce qui était proche de toi et ce qui était actionnable. C'est ça que je retiens. C'est exactement ça. En fait, c'était juste de dire, déjà monte la première marche avant de vouloir monter la 10e. C'était un peu ça. Mais c'est vrai, quand tu démarres, tu n'as pas cette prise de conscience-là. Parce que c'est normal, parce que tous les jours, tu es bassiné par des gens qui sont 3 niveaux au-dessus de toi. Donc, ça t'inspire, c'est cool. C'est ça. Ah ouais, ça inspire. Mais, sur le passage à l'action, c'est pas pareil. Ok. Du coup, la deuxième erreur. Deuxième erreur. Là, aussi bien sur l'immobilier que sur l'entrepreneuriat, délégation trop rapide. Moi, j'ai tendance à me dire, ok, je veux grandir, je veux scaler, je veux aller plus vite, etc. Donc, au bout d'un moment, mon temps est limité. Donc, il faut que je délègue. Très bien, pas de souci. Mais il y a déléguer et déléguer. Je prends l'exemple de l'immobilier. Sur la partie de travaux, du coup, on a fait 5 immeubles en 6 mois. Donc, il y en avait 2 où il n'y avait pas beaucoup de travaux et les autres, il y avait quand même pas mal de travaux. 2020, Covid, donc on a eu un peu le combiné des deux. Et c'est là où je me suis dit, allez, go, on délègue. Et en fait, on a délégué avec peut-être un peu de mauvaise sélection au début et aussi avec moins de suivi derrière. Parce qu'on s'est dit, c'est bon, c'est délégué, ils sont experts, c'est les experts travaux, ils vont avancer. Mais en fait, non, c'était pas derrière là-dessus. Et côté entrepreneur, j'ai fait la même chose l'année dernière, je crois, 2024. Où j'avais besoin de quelqu'un pour les tunnels marketing, les pubs, etc. Un contact d'un contact me dit, tiens, moi je bosse avec lui, ça se passe bien et tout. Je dis, vas-y, go, tiens, prends les clés, fais ça et moi je fais autre chose. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il faisait, c'était n'importe quoi, qu'il n'y avait pas de résultat, qu'il n'y avait pas de choses. Mais juste parce qu'en fait, je n'avais pas suivi et j'ai fait une mauvaise sélection et je n'avais pas suivi. Et déléguer et embaucher, sélectionner la bonne personne, il paraît que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi ou pour les autres gens justement là, du coup, ce qu'on fait maintenant je travaille avec Solène, ma bras droit, qui gère toute la partie équipe et structure de la boîte. Mais globalement, en fait, le premier point, c'est vraiment définir précisément ce dont j'avais besoin. Parce que pareil, tu vois, je prends quelqu'un, je lui dis, vas-y, tu vas être responsable marketing. C'est cool. Mais en fait, qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Plus je suis précis dans mon besoin, plus déjà je pourrais sélectionner la personne qui correspond à ce besoin-là. Parce que tu vois, si je ne l'avais pas dit que j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse aussi les montages, des vidéos, les trucs comme ça, peut-être qu'il n'a pas forcément cette expertise. Donc, prendre le temps, juste de se poser, de dire, ok, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et mettre sur une feuille en disant, ok, est-ce que tu es aligné avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as les compétences pour faire ça? Premier point. Deuxième, c'est du coup lui demander des exemples concret. Maintenant, je le fais pour les entreprises travaux. Tu vois, je vais visiter leur chantier, je vais voir des clients avec qui ils sont déjà passés pour voir l'expérience passée du coup et être sûr que, pareil, je ne vais pas cadrer 100%, mais 80%, je suis sûr qu'on est dans le bon ordre. Et après, le troisième point, c'est qu'en fait, par exemple, maintenant je le fais par exemple pour les équipes commerciales avec qui je travaille, c'est qu'au début, c'était moi qui faisais 100% de ça. Très bien, je délègue à une personne.
mais je lui délègue pas 100% d'un coup. C'est-à-dire que je ne sors pas moi Ouais, à de zéro. l'opérationnel. C'est-à-dire qu'en complètement, fait, peut-être que pendant 3 mois, je vais être à 50% ou toutes les semaines, on va faire un petit appel de débriefing, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et puis au fur et à mesure, mon temps dédié à ça, qui était de 100% au début sur cette tâche-là, diminue à 50, à 30, pour en fait montrer déjà que moi je suis toujours présent et pas lâcher un peu la personne comme ça. Et surtout pour bien aider petit à petit à ce qu'elle prenne le relais, monte en expérience, en expertise sur ce poste-là, mais chez moi, du coup, dans mes équipes, et après se sente autonome. Et voilà. Donc de vraiment avoir cet accompagnement et de ne pas juste dire je délègue et je lâche. Ouais. Donc, ok, pour éviter de déléguer trop rapidement, du coup, cette erreur numéro 2, tu conseilles de bien définir ce dont on a besoin, d'avoir des exemples concrets ou de l'expérience passée justement de la personne à qui tu délègues et de ne pas donner 100% dessus dès le début, y aller progressivement. Ok, super, on peut passer à la troisième erreur. Et troisième erreur, là on pourrait la définir d'une erreur d'ego avec le recul. L'ego, il est là. Là, purement IMO. Un immeuble qu'on achète 36 000 € en 2022, je pense, fin 2022. 36 000 €, 3 appartements sur Perpignan, etc. Donc très très bien acheté, tu vois, il valait 70-80 à peu près. Okay. On dit ok, on va faire les travaux et comme ça on revendra un truc rénové, package, carrément. Le temps qu'on fasse les travaux, on met en vente, honnêtement, nous ça nous revenait à 100 000, on pouvait le revendre 170 très facilement. Il y a très belle marge et tout. Donc là, l'immeuble entier, vous n'avez pas découpé? Ouais, non, il n'y avait que 3 apparts, donc découpé pour gagner quasiment rien, 10-15K. Là, c'était un immeuble qui sortait à 170 000 rénové. C'est pas un énorme budget, donc on peut avoir quelqu'un qui veut, comme les gens veulent des immeubles aussi, bon, de renta, il y avait 10% de renta à peu près. On dit on fait ça. Et sauf qu'arrive, on était en pleine période d'augmentation des taux. Tous les mois, je crois que c'était fin 2022, début 2023, tous les mois ça montait. Donc on met à 170, on a des premières touches au bout de 2-3 semaines, 155 000, tu vois. Je dis non, moi je suis sûr à 170, je fais mon étude de marché, on est le seul immeuble rénové dans le secteur qui peut se louer facilement, on reste à 170. Donc on refuse 155, et puis au bout de 3 mois et demi, on dit bon, on n'a plus trop de touches, on va baisser à 160, 155, tu vois. Et on dit aux agents IMO, parce que je l'ai mis en délègue, rappelez ceux qui m'avaient fait une offre il y a 3 mois, s'ils sont toujours intéressés. Bien évidemment, ils avaient trouvé autre chose, ils étaient partis sur autre chose. Donc on met à 155, puis on attend, et puis là on reçoit des offres à 141, 140, 141. Ça baisse. Là on dit non, on attend, il valait 170, là on le baisse à 155, on peut avoir des offres à 155. Puis pareil, au bout de 2-3 mois, toujours rien. Donc voilà, donc on a mis, alors c'était sur fonds propres, donc on n'avait pas de frais financiers tous les mois, mais c'était de l'argent qui était mobilisé. Ce qui a fait aussi que je pense qu'on n'ait pas vendu, enfin qu'on ait voulu attendre un petit peu. Et à la fin de l'histoire, c'est qu'on a vendu, du coup j'ai changé d'agence, on a vendu à 147, je crois, net. D'accord. Alors qu'en fait on avait eu des offres à 155 un an plus tôt et qui auraient pu nous le faire participer. Tout à fait. Donc je pense que ça a été l'ego de se dire, non, je sais que ça vaut 170, il y a une offre à 155, c'est mort, je le garde à ce prix-là. Et par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rapidement servi de ça parce qu'en parallèle, on a acheté une maison à Barcarès, en achat-revente, où là, on avait mis, je vais dire une bêtise à peu près d'un chiffre, on avait mis à 305 000. On a une offre à 290, achat comptant par des retraités, c'était la cible qu'on visait. On a réfléchi 5 minutes. Ok, le moins 15 000. Et en fait, avec mon père, là, on avait un emprunt en plus, donc assez cher. Avec mon père, on s'est regardé, on a dit ok, l'autre n'était pas encore vendu, l'immeuble, mais on avait vu la trend. On s'est dit ok, là, c'est la fin d'été, c'est la fin des retraités qui viennent, on a les taux qui ont augmenté, même si eux faisaient sans financement. On n'avait pas énormément de demandes non plus. Ok, on vend, c'est pas grave, on fait entre guillemets 15 000 de moins, mais on vend le projet, on avait déjà une belle marge. Tout à fait. Et on se rassure aussi sur le projet. Ok. Bon, du coup, je vais faire juste une première parenthèse. Déjà, tu as fait une erreur et tu t'en es servi tout de suite pour apprendre dessus. Même si en plus, c'est marrant parce que c'est une erreur d'ego. Donc en plus de ça, souvent, mais quand il y a l'ego, on ne veut pas se rendre compte qu'on a fait une erreur, on ne veut pas apprendre de notre erreur. Des fois, on ne voit même pas que c'est une erreur. Mais c'est bien, direct, tu as appris et tu as appliqué pour te
pas te sortir des ronces, mais en tout cas te mettre dans une bonne situation sur un autre projet. Et je fais une parenthèse pour les gens qui nous écoutent, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage immobilier. À un moment, tu as parlé, notamment l'immeuble, tu l'as acheté en fonds propres, ça veut dire vraiment avec de l'argent qui t'appartient. 36 000 euros. Tu n'es pas passé par un crédit à la banque, c'est ça, mais à l'inverse de la maison à Barcarès, où là, c'était un emprunt, donc c'est un crédit à la banque. C'est un crédit marchand de biens, En plus, c'est un crédit marchand de biens, donc on était à un taux d'emprunt à 10%. Et là, chaque mois, tous les mois, c'est 1 300 euros d'intérêt d'emprunt. Donc c'est là où du coup, le fait d'avoir ça, plus la première erreur qui n'était pas encore soldée, on s'est dit, allez, go, on vend et on apprend de ça. Trop bien, ok. J'espère qu'en plus de ça, pour ceux qui ne connaissaient pas les prêts in fine, enfin les prêts marchands de biens ou quoi, ça aura pu vous apporter quelque chose. J'ai une petite question pour toi. Alors, je sais que tu lis quand même assez souvent, non? Ouais, j'ai du mal à vraiment prendre le temps de lire. J'écoute un peu des livres audio, etc. Mais c'est vrai qu'après, si je lis, ça va être plus sur des bouquins de développement ou de… Et bien justement, dans tous ces bouquins de développement, tout ça, dans ces livres audio, même dans les conférences et tout ça, qu'est-ce que tu as appris que justement tu n'aurais jamais pu l'apprendre dans des livres? Ok. En fait, pour moi, les livres, ça t'apprend une réflexion. C'est-à-dire, et l'expérience ou le terrain, ça t'apprend le comment. Ok. En fait, en gros, pour expliquer un petit peu plus en détail, c'est que dans les livres que je lis, tu vois, ça peut être sur le marketing, ça peut être sur le développement perso, etc. Ça t'apprend vraiment la réflexion globale, un petit peu la vision que tu dois avoir 360. Pas forcément de comment le mettre en place. Et après, c'est en étant expérience ou terrain, mais globalement, c'est en faisant que tu te crées toi-même les branches de comment tu vas le mettre en place. Très bien. Donc ça, sur un bouquin, je pense que c'est difficile à dire, ok, il faut, tu le mets en place comme ça, parce qu'il y a tellement de cas possibles que tu ne l'as pas forcément dans un bouquin. Ok. Très bien. Du coup, comment est-ce que tu as construit ta discipline et ta méthode de travail aujourd'hui? Si je peux dire, si j'ai une discipline. Si, tu bosses dessus. Oui, non. On l'a vu, il y bosse dessus. On a bossé ensemble déjà dessus, c'est un petit moment déjà. Sur la méthode, en fait, moi j'ai un principe, c'est que sur la partie opérationnelle d'abord, quand on fait 3 fois la même chose, enfin 3 fois la même action, c'est qu'il y a une fois de trop. C'est déjà une fois de trop, C'est déjà une fois de trop. Ça, c'est mon grand principe de base. Ça l'était dans mon job, ça l'est dans l'immobilier et ça l'est encore plus dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, je vais d'abord me concentrer sur tout ce qui est récurrent. Parce que tout ce qui est récurrent, même si je gagne 5 minutes, 10 minutes sur la tâche, c'est exponentiel parce qu'en fait, c'est à vie et c'est du récurrent. Donc, moi, je réfléchis surtout sur le gain, pas court terme. Tu vois, c'est pas me dire, ah ouais, mais en fait, si je fais ça, j'ai gagné que 10 minutes. Non. Je vais gagner 10 minutes fois X nombre de semaines sur une année. Donc, j'ai plus une vision maintenant, je fais des visions à 3 mois sur mes actions là-dessus, mais une vision sur l'année de combien ça va me faire gagner finalement sur l'année. Concentrer sur ces tâches-là qui sont récurrentes. Et sur la partie développement, c'est vraiment de bloquer des créneaux pour vraiment travailler dessus. Parce qu'autant la tâche opérationnelle, tu vas la faire en 1 heure, 1 heure et demie, tu es dans l'action, donc je ne connais pas trop les hormones, mais tu vois, moi quand je fais quelque chose qui est dans l'action où il va y avoir un résultat rapide, je la fais sans trop de problème. Par contre, une tâche où c'est plutôt une tâche de réflexion, de dire tiens, je vais développer par exemple, en ce moment, développe des masterclass dans l'écosystème Meraxia. Je vais développer, donc je vais réfléchir à toutes les possibilités, un peu comme l'arbre de le mind map. Je vais réfléchir à tout ça. Mais du coup, le résultat, il ne sera pas là. Il sera après qu'on le mette en application, etc. Tout à fait. Et donc ça, j'essaie de me bloquer vraiment des demi-journées, vraiment 3-4 heures complètes, où je vais me poser avec un tableau, écrire pour faire ça. Et donc vraiment d'avoir ces deux, on va dire, développement et opérationnel, façon de travailler, ça me permet d'avoir ce cadre. Donc vraiment tout ce qui est plus réflexion, cerveau, même construction, entre guillemets, de tout ton écosystème, comment on fonctionne, comment on s'organise, tout ça.
ouais, arriver à plus se bloquer un créneau tout seul que justement, bon ben oui, il y a une action bien propice, il y a répondre à un client, il y a démarcher telle personne, appeler tel agent immobilier. Ça c'est concret, ça on a du résultat direct, c'est facile à faire. Ouais. Voilà, bien sûr. Ça, du coup, j'ai moins de petit- mal à l'activer. Et ouais, Donc, le sachant, tu vois, c'est beaucoup, je pense, d'analyse aussi de soi. Je pense que pas mal de gens peuvent être aussi différents. Mais le fait de prendre recul, de dire, OK, comment je fonctionne et qu'est-ce qui m'empêche, peut-être, tu vois, je me fais mon planning sur la semaine, qu'est-ce qui m'a empêché de valider chaque créneau ou chaque action ou chaque chose que j'avais prévue dans le planning. Et en fait, tu voyais que les actions un peu plus développement, elles avaient du mal à aller à l'achievement et oui. que les actions opérationnelles. Et ouais, ouais. Bah, c'est un petit peu la même chose avec les gens qui ont du mal à s'organiser, qui prennent pas le temps de s'organiser, qui disent j'ai pas le temps, enfin, tu l'as entendu dans le podcast du coup que j'ai fait, je fais de l'autopromo. Mais dans le podcast numéro 3 que j'ai fait où je parle des procrastinateurs, ouais, il y a soit ceux qui ont la tête dans le guidon et du coup ils prennent pas le temps de s'organiser alors qu'on pourrait y gagner vraiment beaucoup de temps. Ouais. Ok. Ben, très bien. Si tu avais un gros moment de doute à nous partager sur tout le parcours, bon, tu es arrivé jusque-là quand même, ça fait plusieurs années maintenant que tu fais ça. Juste une parenthèse, j'ai voulu te demander tout à l'heure combien tu as de biens? Tu peux le dire? Je suis en train d'acheter le 55e. 55. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je suis en train d'acheter 55. Après, actuellement, j'ai revendu aussi Ah, des oui, biens, oui. etc. Je fais l'achat-revente. Bien sûr. Je crois qu'en actif, il doit en arrêter une trentaine. Et là, on est en cours de financement du 55e acquisition. Ok. Donc 55 biens, les amis. Donc du coup, est-ce que dans tout ça, tu as eu un moment de doute, un gros moment de doute? Et qu'est-ce que tu t'es dit? Et je vais te raconter quelque chose que j'ai jamais raconté Oh, ailleurs. on a une excuse. Donc, c'est en 2019. J'achète un immeuble. Donc là, on fait nos 5 immeubles en 6 mois. Celui-là, je le prends en perso. Un immeuble, j'achète. Et j'achète l'immeuble. Ça doit être l'été à peu près. On fait faire des travaux dans un appart. Il y avait 4 appartements. 4 apparts, un garage. Et on avait des locataires, donc on attendait les locataires partent au fur et à mesure pour rénover. Donc on avait un appart qui était libre et les autres ils s'étaient occupés. Donc on allait faire un par un, on rénove, on met en loc, on rénove, parce que c'était en dessous du marché, classique. Et là, 3 mois après, on avait quasiment fini le premier appartement, on allait mettre les meubles, mettre en loc, tout bien, nickel. Et je reçois un courrier de la mairie qui me dit, bon, mais vous allez passer en commission Coderst parce que votre immeuble va être déclaré insalubre. Wow. Et là, tu fais, attends, d'où sort ce courrier? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et là, tu as une énorme montée de stress, de doute, de dire qu'est-ce que je fais? C'était quand même que mon 4e projet IMO à l'époque. C'était le premier que je prenais en perso tout seul, même si mes parents, moi j'investis beaucoup avec mes parents, mais était là, je l'avais pris en perso parce qu'en fait, il y avait du nu, la location nue, et nous on ne faisait pas de location nue dans ce qu'on faisait. J'ai pris en perso. Et donc là, tu reçois ça, tu dis OK. Et moi, dans mes réflexions, j'ai dépensé en arborescence et je me suis dit OK, quelles sont toutes mes solutions possibles? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et en gros, ce que j'ai compris, c'est que. Alors, je l'avais acheté très en dessous du marché. Maintenant, j'ai compris pourquoi. En fait, ce qui s'était passé, c'est que oui, l'immeuble était entre guillemets insalubre. Honnêtement, les locataires qui étaient là depuis 20 ans, c'était une grosse partie due aussi à eux directement. Mais bon, le propriétaire, ne voulait jamais rien faire comme travaux, etc. Donc c'est pour ça que moi j'ai prévu au fur et à mesure que le locataire partait, rénover, nickel. Sauf que du coup, en fait, il y a un locataire qui s'est pris la tête avec le propriétaire un an avant. Okay. Et donc il a fait un signalement à la mairie, à l'urbanisme ou je ne sais plus quelle équipe, en disant voilà, mon appartement il est pourri, il y a un petit dégât des eaux là, nanana. Bon, on sait très bien en France, les propriétaires, on est les méchants. Et donc rapidement, ils sont venus visiter une fois, une deuxième fois. Ils ont fait des rapports pour dire nous on déclare que ça doit passer en commission. Mais la commission, c'était pas une discussion, c'était tu passes en commission juste pour qu'on te dise officiellement c'est insalubre. Il n'y avait pas de discussion possible. Et moi je me suis dit je vais faire le vice caché. Le propriétaire était au courant, etc. Sauf qu'en fait non, tant qu'il n'y a pas le courrier de passage en commission, eux passent pour faire les rapports, mais ne préviennent pas le propriétaire. D'accord. Je suis sûr qu'il était au courant, je le sais parce que le locataire l'avait prévenu, mais j'avais pas de preuve officielle. Donc au début, je me suis dit, je fais cette voie-là, j'attaque cette voie-là. Au bout de 3 mois, avec mes avocats et tout, on se rend compte qu'en fait, on n'a rien de tangible. Il n'y a pas de. On fait au bluff aussi au début en disant peut-être qu'il va réagir. En gros, j'avais fait une demande, je sais pas, de 100 000 € à peu près, de perte de loyer, de trucs, etc.
pour essayer d'avoir peut-être 30-40 qui me permettent. Parce qu'en fait, le problème de l'insalubrité, c'est qu'il fallait rénover tous les appartes. Ouais. Une fois que c'était rénové, Il faut refaire passer. tu refais passer pour lever l'insalubrité et surtout, tu remets tes locataires. Parce que tu reloges pendant ce temps-là tes locataires. Oui, et tu les remets au Tu loyer les remets d'avant. au loyer d'avant, dans un appart neuf. Et donc, tu sais dans quel état, dans 3 ou 5 ans, tu les récupères. Ouais. Donc, moi, c'était surtout ça qui m'embêtait parce que les faire partir, enfin, tout rénover et attendre, j'aurais eu une perte de loyer parce que j'avais prévu faire en séparation. Mais sur le principe, ok, après je reloue et tout. Et là, tu devais réintégrer tes locataires au prix dans lequel ils étaient, qui était à peu près moitié prix. Donc, du coup, j'essaie de récupérer l'argent de ce côté-là. Première solution, je vois que ça passe pas, donc je m'entête pas là-dessus. Et je me dis, bon, c'est pas grave, vas-y, go, mets-toi. Et ça a pris plus d'1 an de rénovation et d'administratif parce que, pour te dire la mentalité des gens de la mairie, quand ils venaient, à un moment donné, ils viennent visiter pour lever l'insalubrité, donc j'avais tout refait et tout. Ouais. Et là, ils me disent, ah ouais, mais là, la couleur de la porte, c'est la porte de la chambre, je crois. Couleur de la porte, vous êtes sûr de garder cette couleur-là? On parle d'un arrêté d'insalubrité. Ouais. Et en fait, c'est des personnes qui, d'ailleurs, ils vont peut-être écouter ce podcast, je pense, parce que maintenant, ils me connaissent bien, on se connaît bien, mais qui, en fait, juste parce qu'ils avaient le tampon en bas de la feuille qui te donne le droit presque de vie ou de mort sur ton truc, Oui. mais en fait, ils jouaient de ça, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai été jusqu'au maire adjoint pour leur dire, regardez ce qui se passe depuis 9 mois, venez visiter, je vous envoie les photos, sinon j'en parle à la presse. Le lendemain, Ok. j'avais l'autorisation, Ok. en fait. Ah, Juste, enfin, le lendemain, en gros, elle m'a contacté, elle m'a dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, voilà, je suis juste factuel. Ok, je veux bien sur des trucs vraiment techniques, le garde-corps, la VMC. Ok. Moi, il y a ce qui s'appelle le règlement sanitaire départemental qui régit les lois de salubrité. Je le connaissais par cœur, du coup, pour savoir tout ce qu'il y avait besoin. Donc, j'ai dit, tout est levé, tout est nickel. Mais là, ça chipote et ça fait 9 mois. Donc toi, tu perds du temps, tu perds temps, de l'argent. Et moi, je du leur demandais, stress. mais dites-moi juste ce que je dois faire. Je le fais, c'est bon. Non, faites et on vous dira après. Ah, ok. Ça, c'est dans cet état d'esprit-là. C'est un peu la France, ça. Hein. Ouais. Fais Donc, je tes suis monté, impôts et on te dit c'est ça fait une erreur. On te dit ça fait une erreur. Non, c'est exactement. Non, on n'a pas le droit. Je dis, bah, dites-moi, moi, vous me dites qu'il faut ouvrir le mur, j'ouvre le mur. Enfin, franchement, moi, c'est juste mon but, c'était ça. Et donc, du coup, je suis monté là-dessus. Mon père aussi. Rapidement, elle nous a rappelé, elle nous a expliqué. Je lui ai dit, ben, ouais, venez, etc. Bon, ça, on a reperdu encore un mois et demi. Ils sont revenus. Là, c'était une équipe différente qui est venue, comme par hasard. Le mec, il arrive, il me dit, on n'a jamais vu ça. Des appartements aussi rénovés dans le centre-ville de Perpignan, franchement, on n'a jamais vu ça. Il me dit, franchement, bravo. Ça fait un an et demi que j'attends. Dites-le à vos collègues, Ouais, s'il vous donc plaît. du coup, ils ont levé, en plus c'était Covid, ils n'avaient pas le droit de se déplacer en même temps, donc bon, ils avaient joué un peu sur ça. Et donc on a réussi à lever l'insalubrité et à tout lever. Mais ça m'a pris 1 an et demi. Heureusement, j'étais en différé partiel sur celui-là. Ok. Et donc sur 100 000 à l'époque, j'étais payé 200 € par mois, donc financièrement, je pouvais me le permettre. J'ai dû rajouter pas mal de travaux en plus parce qu'à la base, j'avais prévu de le faire au fur et à mesure. Donc pas mal d'erreurs là-dessus. Heureusement, j'avais une bonne situation financière à l'époque pour avoir les reins de porter le projet. Mais ouais, ça a été un des moments le plus vraiment de doute dans la partie IMO, même global, je pense. Parce que là, tu te dis, en fait, tu as un crédit à 100-150 000 € sur les bras. Tu sais pas où tu vas. Tu es dépendant d'autres personnes. Ouais. Et en plus, à la base, je devais réintégrer les anciens locataires. Heureusement, j'ai réussi à reloger les locataires ailleurs définitivement. Ok. Là, vous irez dans des trucs mieux, moins chers, etc. En m'aidant avec mon réseau d'agents immobiliers pour qu'au final, l'immeuble soit complètement vide et je puisse rénover tranquillement, faire rénover tranquillement. Ok. Hop. Et vraiment, dans tout ça, qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Rapidement, genre, je veux vendre. Qu'est-ce que je fais si j'abandonne Non, le truc? vendre. En fait, on est déjà en plein Covid. Vendre, je vends avec là, l'étiquette insalubrité. J'étais au courant. Donc, j'étais au courant. Donc, en fait, globalement, je me suis dit, regarde pas en arrière, avance. Ouais. J'ai essayé pendant 2-3 mois de regarder en arrière en disant, j'essaie d'attaquer, si je récupère 30 000, tu vois, je tente. J'ai fait un courrier d'avocat, ça m'a coûté 200 €, 300 €, tu vois. Très bien. Du coup, j'ai rencontré un super avocat qui m'a servi pour la suite. Et notamment qui a écrit à la mairie, quand la mairie nous a embêtés, etc. Ben, un courrier de l'avocat le plus connu de Perpignan, ça allait. Ça a du poids. Ça a du poids. Mais ça a été vraiment de me dire, ok, t'as pas de choix, t'as pas de solution. Et pour dire un peu comment ça s'est passé, c'est que j'habitais à Paris, j'ai investi à Perpignan.
et il fallait que je supervise les travaux. Ouais. 11 heures de train aller-retour. J'avais le droit, parce que c'était pendant le Covid, à 3 jours de télétravail semaine. Donc je faisais lundi, mardi à Paris. Mardi soir, je descendais à Perpignan, 5h30 de train. Jusqu'au lundi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, Perpignan. Donc en gros, j'aidais un peu sur les travaux pour que ça aille un peu plus vite, parce que tout le temps gagné, c'était ça. Donc je télétravaillais, j'aidais sur les travaux, et pendant 6 mois, 8 mois, je faisais des allers-retours comme ça. Donc c'était une grosse phase de doute, et de me dire, en fait, de toute façon, tu n'as pas le choix, avance. Ouais. Et surtout, ça me sert pour la suite. Parce que maintenant, je connais par cœur les règles de salubrité. Oui. C'est-à-dire qu'avec un associé, on a fait acheter un nouvel immeuble en insalubrité, mais là, on savait comment le résoudre, etc. Ça, c'est pas fait à cause du financement. Ok. Mais surtout, maintenant, je connais très bien toutes les équipes de la mairie. Surtout, toutes les équipes de la mairie me connaissent très bien. Je suis en contact direct avec le maire, les adjoints au maire, l'équipe hygiène qui s'occupe de ça. Ils ont vu, parce qu'ils ont mis le permis de louer en place quelques temps après, donc ils ont vu une partie de mes biens, ils ont vu celui-ci, ils ont vu d'autres. Et maintenant, j'ai l'étiquette bon propriétaire. Et en fait, ça n'a pas de prix, parce que sur les nouveaux projets, ils m'aident, ou là, ils vont plus me donner des conseils en me disant, tiens, celui-là, si tu fais passer comme ça, c'est bon, on peut accepter. Presque, ça devient des partenaires quoi, dans Ouais, la réussite. franchement, pour te donner un exemple, c'est que quand j'ai un permis de louer à passer, comme je ne suis pas forcément sur place et que j'aime bien être sur place sur les permis de louer pour cadrer le truc, en fait, ils me disent, dites-moi quand vous venez, on s'arrange pour être là quand vous venez. Ok. Tu vois, donc là-dessus, ça a été du coup, un point positif. Ouais, tu as gagné pas mal, notamment sur ton réseau de ça. Et après, financièrement aussi, on peut dire que malgré ces trucs-là, ça a été une opération gagnante ou pas? Question qui fâche. Non. Ça m'a coûté 200 et je l'ai revendu 320. Ok. Donc, ouais. Bon. Donc, ouais, même en gros, je fais une parenthèse, mais pour ceux qui disent que l'immobilier ça fait peur ou quoi que ce soit, même en ayant des galères comme ça, en n'ayant pas loué pendant combien de mois? 2 ans quasiment. 2 ans? Pendant 2 ans, tu n'as pas loué? Ouais, je l'ai acheté été 2019, je l'ai revendu été 2021. Donc voilà, même en faisant tout ça, en ne louant pas et tout, tu as quand même fait une très très belle plus-value, presque 120 000 euros. 60% tu as fait? Ouais, tu as fait 60%. De plus-value, c'est monstrueux. Faites de l'immobilier. C'est ça. Ok, bon, mais pas mal tout ça. On va un peu plus parler d'aujourd'hui. Okay. Ça te va? Ça me va. Moi, je me demandais aujourd'hui, ton quotidien, il ressemble à quoi? Si on fait un pourcentage d'activité, Meraxia d'un côté, toi, tes investissements IMO de l'autre, peut-être d'autres activités? Tu peux parler de ce que tu veux. Ouais, globalement, je pense qu'aujourd'hui, sur Meraxia, ça a évolué pas mal sur les 2 dernières années et ça va évoluer encore. Globalement, aujourd'hui, Meraxia, c'est 70% de mon activité. J'ai vraiment moi, j'ai un principe où maintenant je me rends compte, c'est que je me mets 3 ans sur une activité. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir 3 ans d'IMO. Tu vois, je fais 2019-2022, focus 1 l'IMO. Ouais. Et ensuite, là, depuis 2022 jusqu'à du coup 2025, c'est focus Meraxia en mode, c'est ma priorité numéro 1, 70% de mon temps passe dessus, mais à côté, je continue l'investissement immobilier, je continue le marchand de biens, etc. Et en fait, 3 ans, pourquoi? C'est parce que c'est une année de mise en place, une deuxième année de scaling et une troisième année de structuration. Ouais. En fait, et chaque chose que maintenant je vais mettre en place, ça va être sur 3 ans, en disant, au bout de 3 ans, j'ai quelque chose qui a scalé et qui tourne à 80% tout seul, ou sans moi. Tu vois, entre guillemets. Tu peux me répéter 1, 2 et 3? En gros, c'est mise en place. Mise en place. Donc, mise en place, etc. Le test, voir ça fonctionne, cadrer un peu ton truc. Deuxième fois, c'est une fois que tu as ta base qui est mise en place, c'est dire je vais scaler. Donc, je vais vraiment accélérer, donc mode développement. Et ensuite, une fois que tu as développé, donc c'est monter très haut en termes de revenus, peu importe le KPI, tu viens processer, déléguer, automatiser. En fait, tu viens structurer pour faire en sorte que moi, l'efficience, c'est vraiment ça, c'est où est-ce que mon temps est focalisé, du coup, et me dire, à un moment donné, si je veux grandir, scaler et pas faire un burn-out ou pas être sous l'eau ou avoir la possibilité, parce que moi j'ai fait tout ça, c'est pour me dire, si demain je pars une semaine à l'étranger sans connexion Internet, je peux le faire. Voilà. Et donc en fait, ce côté structure est hyper important pour pérenniser l'activité. C'est vraiment ça mon but, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'immobilier,
comme je dis, on doit avoir une trentaine de biens encore en locatif actuellement. Ça me prend 1 heure par mois. En fait, c'est vraiment pérenniser le truc en disant on a les process, on a les équipes, etc. Et si je ne fais pas de nouveaux projets immobiliers, ça tourne 80% tout seul. Ok, super. Et du coup, dans tout ça, tu as des outils ou tu as des routines qui t'aident à performer? J'essaie d'en mettre de plus en plus, de mettre comme je disais un peu tout à l'heure, des créneaux par type d'activité pour me dire, notamment sur l'IMO, tu as plein de petites tâches à faire, de petites choses, mais qui ne sont pas forcément urgentes. Donc c'est ok, je me les mets de côté et je sais que par exemple, le jeudi de 14 à 16, je traite toutes ces petites tâches d'un coup. Ok. Comme ça, c'est rassemblé un petit peu au même endroit. Après, le problème de l'immobilier, c'est que beaucoup de choses, c'est appeler les assurances, c'est avoir quelqu'un d'externe qui, du coup, C'est dépendant. dépendant de quelqu'un d'externe. Et donc là, tu peux moins cadrer ton truc parce que s'ils ne sont pas dispo à ce moment-là, ça forme tout. Donc ça, je délègue à mes parents. Du coup. Parce que j'allais dire justement, le souci avec ça, c'est que souvent ils sont moins rapides et moins performants que toi. Ça te bouffe du temps. C'est exactement ça. Et donc ça, c'est la plus grosse problématique sur l'immobilier, c'est que quand tu dois avoir affaire à des externes qui ne sont pas tes prestataires, en plus tu ne les choisis pas, c'est en fait que c'est beaucoup d'inertie, tu envoies un mail, répondre 4 jours après, etc. Et alors que si ça dépendait que de toi, tu te dis je me prends 1 heure, je finalise l'action et je suis tranquille. Ouais. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on va dire c'est 70% Meraxia, 5-10% de gestion IMO de ce qu'on a et 10-15% ça va être vraiment de la marchand de biens où on recherche à nouveau un peu des projets, on réalise, je sais pas, peut-être 1-2 projets par an de marchands en fonction des opportunités qu'on reçoit et ça me permet d'avoir plusieurs sources de revenus aussi. Ouais. De me dire, marchand, là, on vient de faire 150 000 euros sur une opération, c'est presque la marge de Meraxa sur une année. Ouais. Donc, voilà, ça permet aussi de dire si demain quelque chose fonctionne un peu moins bien, ça s'équilibre. Ok, c'est bien, ça t'amène une sécurité. Ouais, exactement, une sécurité. Et puis, ça me permet de me dire, ça ne me prend pas beaucoup de temps le marchand de biens parce que j'ai un énorme réseau et aussi bien d'opportunités de revente. Donc, ok. La fameuse question, celle-là je l'ai préparée, vous inquiétez pas. Il sait déjà que je vais lui poser. Donc, si tu devais repartir de zéro, j'ai fait un scénario assez simple j'espère que les gens qui nous écoutent, waouh, c'est pas français ça. Bon, bref, les gens qui nous écoutent, s'ils peuvent s'y reconnaître, tant mieux. Tu repars de zéro, tu as 1000 euros, un salaire de 1800 euros à peu près en CDI. Ton objectif, je sais, je te connais un petit peu, c'est de pouvoir voyager de temps en temps, une bonne situation, créer une famille. Qu'est-ce que tu ferais là, tout de suite, dans cette situation-là, pour augmenter ton niveau de vie et avoir ce résultat-là dans quelques années? Et au bout de combien d'années d'ailleurs? Ok, donc j'ai 1000 euros, c'est ça, d'épargne de côté. Tu as un CDI avec 1800. 1800. Ok. Tu veux voyager en finalité, faire ta famille, tu sais, la petite vie. La petite vie. Déjà, je me dis, 1000 euros, c'est très très peu en termes d'épargne de sécurité. Ouais. Tu as un petit truc, quoi que ce soit, ça y est, tu la bouffes. Matelas de sécurité, je crois. Alors moi, j'ai des mentors dans l'immobilier qui sont peut-être un peu gourmands, mais ils demandent plus de 6 mois. C'est aussi un peu ce que demandent les banques, c'est des fois un peu la théorie. Après, j'ai pas forcément de chiffres particuliers. Ça dépend de chacun. Mais voilà, chacun là, et puis ça dépend si en immobilier tu n'as que du location longue durée, courte durée, c'est quelque chose qui est stable ou moins. Donc, tu vois, on a des locataires, ça fait 7 ans qu'ils sont là. Ouais. Donc là-dessus, tu sais que ça va aller. Et plus tu as un gros parc, plus ça se compense. D'accord. Aussi. Moi, le premier truc que j'avais fait, et qui pourrait correspondre aussi là-dessus, c'est toute ma gestion des dépenses. Savoir, en gros, ok, j'ai ça de revenus qui rentrent, dans quoi je dépense. Donc, ce que je faisais, c'était exactement, je faisais juste un extrait Excel. Alors moi, j'adore Excel. Un extrait Excel de mes comptes et je venais ce que j'appelle catégoriser. Est-ce que ça, c'est des courses? Est-ce que ça, c'est du plaisir, tu vois, loisir? Est-ce que ça, c'est le sport? Je venais juste catégoriser les soirées, tout ça. Juste pour prendre conscience de ce que je dépensais. Ok. En fait. Et là, donc moi, j'habitais à Paris, j'avais un bon salaire, mais j'habitais à Paris, donc ça revient rapidement très cher. Et je venais de me dire, ok, dans ça, là, l'objectif numéro 1 par rapport à cette situation, c'est d'arriver à avoir un peu plus d'épargne, mais pas en 1 mois ou en 2 mois, c'est juste créer quelque chose qui fasse que tous les mois, tu viennes augmenter ton matelas de sécurité. Ok.
pour te rassurer toi, mais même si tu veux faire de l'immobilier derrière, il va falloir rassurer les banques sur ça. Ouais. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé aujourd'hui qu'à 1000 euros d'épargne de côté? Et donc, déjà, pendant 2-3 mois, de faire ce suivi pour voir ce que tu dépenses concrètement. Ouais. Petite parenthèse, si vous êtes à 1000 euros, le prenez pas personnellement. On est là quand même dans une optique voilà, où on veut augmenter son niveau de vie, on a des beaux objectifs, on veut faire des belles choses, on veut se mettre en sécurité aussi. Nous, on considère qu'il faut plus que ça. Si vous considérez que vous êtes bien comme ça, vous êtes bien comme ça. On ne juge pas. On juge pas. Chacun le droit de faire ce qu'il veut. Pas de jugement, mais en fait, c'est toujours là, même un sentiment, tu vois. J'ai des amis qui le sont comme ça. Voilà. T'as la voiture. Mais en fait, c'est ça. En fait, ça, c'est tu as le moindre truc. Moi, vraiment, dans tout ce que j'ai mis en place sur l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, etc., c'est de me dire, et même dans les gens qu'on accompagne, j'arrive à ne plus me mettre en situation inconfortable financièrement. Tu vois, moi, ce que j'appelle la liberté de choix, dire mais si demain j'ai besoin de changer de voiture pour X ou Y raison, j'ai pas besoin de le penser financièrement, je sais que je peux me le permettre. Tu vois. Mais comme tu dis, c'est tout un cheminement qui peut prendre des années à en arriver là. Donc déjà, avoir vraiment une vision long terme sur ça et pas le vouloir tout de suite parce qu'on ne fera pas les bons choix. Les meilleurs choix sont ceux qui vous donnent le meilleur résultat à 3 ans. Ça, c'est hyper important. En fait, quand vous faites des choix, c'est que souvent, on va faire des choix parce que ça va rapporter un petit peu plus là sur le court terme. Mais si on a une vision globale sur vraiment là où on va aller sur 3 ans, c'est peut-être pas forcément la bonne action qu'il fallait mettre en place. Par exemple, de faire les travaux soi-même. Sur le court terme, ça va faire rapporter de l'argent. Mais si tu ferais une vision globale sur le long terme, ton temps dédié à faire les travaux là ne sera pas dédié peut-être à trouver un nouvel appartement ou un nouvel immeuble qui, à une vision 1 an, te rapportera beaucoup plus que les travaux que tu as effectués. Et ça, c'est une vision, et mon père écoutera sûrement le podcast et il le sait, on en a beaucoup parlé parce que lui était très dans ses actions court terme, et ce qui est normal parce que pas forcément eu d'éducation entrepreneuriale sur ça. Et les travaux, déjà, tu les fais passer en charge, donc tu les payes moins cher que le coût que tu payes directement à l'artisan. On avait des déplacements, donc tu as le coût du déplacement, le coût de la fatigue aussi, etc. Mais surtout ton temps, sur ça, oui, tu vas gagner 2-3 000 euros en court terme. Mais si tu enlèves 3 week-ends et que ces 3 week-ends, tu fais des analyses et une visite de 4 immeubles et tu achètes un immeuble, à 1 an, une fois qu'il est acheté, qu'il est rénové, qu'il tourne, tes 2 000 euros, ils sont rentabilisés en une semaine en fait. Et surtout, à 3 ans, ils le sont 10 fois, 15 fois rentabilisés. Et oui, et l'effet cumulé. L'effet cumulé, en fait, est beaucoup plus fort dans la création de patrimoine. Et c'est pour ça, vraiment, on passe l'étape 3, je reviendrai après, mais concentrez-vous sur la création de patrimoine et pas sur la création de cash flow de court terme, en fait. Parce que sur le long terme, et long terme, c'est 5 ans, donc c'est court terme finalement, c'est ça qui fait le plus gros enrichissement, j'ai envie de dire, net. Donc, voilà, donc en gros, premier, c'était vraiment travailler sur ses dépenses, savoir ce qu'on dépense tous les mois, etc. C'est vraiment le gros travail. Et peu importe d'ailleurs son niveau de salaire, son niveau d'épargne, moi je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important pour pérenniser son matelas de sécurité et l'augmenter au fur et à mesure. Deuxième, c'est de se dire, ok, commencer sur l'investissement. Il y a tout, il y a la bourse, la crypto, etc. Moi je suis plus immobilier dans le sens où, alors, maintenant on a un peu d'apport, etc. Mais avec 5-6 000 euros, on peut déjà aller sur un truc qui est quasiment dans les 80-90 000 euros, qui va te dégager 600 euros de loyer et être à l'autofinancement. Et donc, commencer sur des petits projets, parce qu'on n'a pas une grosse situation financière non plus. Donc, de ne pas exploser sa capacité d'emprunt. Moi, je dirais commencer par moi, je commence toujours par un studio ou un T2 à moins de 100 000 euros. Ça permet de vous donner confiance. C'est quelque chose qui se loue très facilement, qui se met très facilement en location, qui se revend très facilement, qui se trouve très facilement parce qu'il y en a plein. Les travaux aussi, les travaux sont petits. Et les travaux, si tu as une petite cuisine, un coup de peinture, etc., ça se maîtrise. Il y a peu d'erreurs sur des travaux comme ça où le coût de l'erreur est limité. Et après, par contre, ce que j'irais faire rapidement, c'est trouver quelqu'un avec qui m'associer qui a une bonne situation financière. Parce que là, on voit que si on veut exploser, entre guillemets, je prends un exemple de l'investissement immobilier, déjà, on a une capacité d'endettement qui est limitée parce qu'on n'a pas un très gros salaire. On a même une épargne qui, pour l'instant, est un petit peu limitée. Mais par contre, si on est motivé, qu'on a du temps, de la motivation, qu'on prend au fur et à mesure de l'expertise, du coup, ça a une valeur. Et c'est se dire, en fait, moi, ma valeur, elle est où? Moi, ma valeur, elle est là, je prends cet exemple-là, et vraiment, ma valeur, elle va être de trouver les projets, les bons projets, les négos, donc gestionnaire de projet. Par contre, où sont mes inconvénients, mes défauts?
pour l'instant, c'est sur ma situation financière parce que pour l'instant, j'ai un CDI avec tant d'euros, tant de salaire. Et donc, trouver quelqu'un qui va permettre d'avoir cet équilibre, notamment vis-à-vis des banques, parce que c'est elles qui sont décisionnaires sur ça, et rapidement, et attention, je vous rassure, souvent on pense association 50-50, non, vous pouvez être très bien à 80% pour vous et 20% pour la personne qui amène que la partie, on va dire, financière, même sécurité financière. Moi, dans mon cas, par exemple, dans une de mes sociétés, je suis à 70-30, parce que la personne avec qui je suis a apporté à peu près la même chose, enfin, a apporté la même chose financièrement que moi au début, mais après en termes d'efforts, tout ça, et sur toute la vie de la société, exactement. C'est pas que sur l'acquisition. C'est pas que sur la première acquisition, je dirais même. Parce que la première acquisition, oui, on a mis tous les deux le même pécule, tout ça, mais je prévois d'en faire d'autres, je prévois de tout gérer, tout ça, et de plus remettre d'argent normalement, à moins qu'on fasse des gros projets. Donc, et ce qu'il faut se dire, c'est que je préfère avoir 70% de quelque chose que 100% de zéro. Ou 30% de quelque chose. Exactement. Et pour l'autre personne, c'est la même chose. Elle préfère avoir 30% de quelque chose contre 0 temps, ou 1 heure d'AG à l'année. Associez-vous. Voilà, et ça. Donc vraiment, c'est de... Mais moi, j'irais le réfléchir dès le début. C'est-à-dire que pas attendre d'avoir fait le premier projet, d'en trouver le deuxième, en disant « Ok, je vais m'associer avec qui ?» Non, de commencer à réfléchir avec qui potentiellement. Comme ça, il va voir votre parcours, il va voir où ça marche, que c'est sérieux, etc. Et après, petit à petit, de monter crescendo. Moi, j'ai bien après monter rapidement sur des petits immeubles parce qu'en one shot, on achète 3-4 appartements, monopropriété, etc. Et petit à petit, en fait, donner cette confiance aux banques que vous savez gérer, trouver les bons projets, etc. Et la deuxième personne vient un peu en sécurité financière pour la banque et pour mettre l'apport aussi sur les projets. Voilà. Et amener ça et petit à petit, en fait, à construire ce patrimoine que vous allez pouvoir un peu processer, déléguer en termes de gestion pour que derrière, récupérer du temps. Et après, là, différentes voies sont ouvertes. Ça peut être, souvent, on va basculer dans l'entrepreneuriat parce que l'investissement immobilier est lui-même de l'entrepreneuriat. Donc, vous allez vous dire, OK, je fais de l'IMO, je gère des artisans, je gère des équipes ménage, je gère etc. Donc, en fait, c'est un peu de la gestion d'entreprise. Et après, souvent, vous avez un domaine passion ou un domaine d'expertise, très bien, plus une envie de créer un peu sa propre voie et son propre chemin. Et donc souvent, on va créer une entreprise liée à l'entrepreneuriat. Ok. Bon, je résume des notes que j'ai prises. En premier, augmenter l'épargne. Si on démarre avec un matelas de 1000 euros, on va augmenter notre épargne, on va faire les comptes, on va essayer de trouver des moyens à la fois immédiats mais surtout long terme pour augmenter petit à petit cette épargne, pour arriver à l'étape 2, investir, pour ensuite arriver à l'étape 3, trouver un associé, arriver à jouer sur ses valeurs, tout ça. Je refais une parenthèse là-dedans où tu disais justement, tu investis d'abord tout seul, mais tu es déjà à l'écoute des autres projets, tout ça. Tu es en fait à la recherche de ta voiture rouge. Je sais pas, tu connais ça ou non? C'est une anecdote où, par exemple, là, si je te demande combien de voitures rouges tu as vues en venant, tu vas me dire, je sais pas moi. Par contre, sur le retour. Voilà, mais si tu y penses et que tu fais attention à ça, donc on va le mettre dans le cadre là, tu cherches des associés dès le début. Dès le début, tu tends l'oreille à immobilier, associé, bonne situation financière. Tu as déjà préparé ton paradigme, ton cerveau à ça, et bien du coup ça va sonner plus facilement. Comme quand tu achètes une nouvelle voiture, et bien tu fais que voir cette nouvelle voiture là partout, alors qu'en fait elles y étaient déjà avant. C'est juste que ton paradigme a changé. C'est ça. Et, et sur ça, il y a le côté aussi beaucoup anticipation. Moi j'ai toujours dans tout ce que je fais, sur chaque activité, une priorité 1, une priorité 2. C'est-à-dire que par exemple là dans ce côté j'achète mon T2, c'est la priorité 1. C'est-à-dire que dès que je dois faire une action, prioritairement, je vais faire une action qui est liée à l'acquisition et la mise en place de ce T2. Par contre, des fois, je prends l'exemple, on est en train d'attendre que le notaire rédige le compromis. Bon, c'est-à-dire que du coup, ma priorité 1, elle est bloquée par quelqu'un d'autre. Il y a l'inertie. Mais du coup, d'avoir cette priorité 2, dire je prépare déjà la suite. Donc, potentiellement, la suite, ça va être recherche d'associés. Ou si on dit, OK, on a trouvé déjà l'associé, passe à l'étape d'après, commence à chercher un nouvel immeuble ou commencer à créer son réseau d'agents immobiliers qui, à 3-6 mois, nous amènera potentiellement une opportunité d'achat. En fait, en ayant toujours ces priorités 1 et 2, ça permet d'avancer sur soit un projet en disant c'est ma priorité 1. Par contre,
ben, si elle avance pas ou qu'elle met du temps ou il y a l'inertie, je ne suis pas sans rien faire et j'anticipe déjà la priorité 2. Ok, trop bien. Bon, on est pas mal. Je sais pas combien de temps on est déjà. Est-ce qu'on a passé l'heure ou je rêve? Non, pardon, on n'a pas passé l'heure. On est à 56, je crois. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse? Ah, pardon, je voulais faire un truc. Mais dans tout ce que tu viens de nous présenter, c'était pas prévu de parler de ça comme ça, mais dans tout ce que tu viens de nous présenter, est-ce qu'on n'aurait pas quand même un aperçu de ce qui se passe chez Meraxia, de l'accompagnement que tu fais? Petit instant auto-promo, mais pas pour moi, pour lui. Globalement, en fait, tout ce qu'on vient de voir, c'est ce que j'appelle l'efficience. En fait, c'est vraiment où sont ce qu'on appelle ses ressources. C'est pas que le temps, c'est le temps, l'énergie, l'argent. Ok. L'énergie, c'est le focus. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de se dire à chaque fois dans tout ce que je fais, où est-ce que mes ressources auront le plus de ce que j'appellerais de retour sur investissement. Et en fait, la méthodologie Meraxia dans son ensemble, avec tout ce qu'on met en place, c'est vraiment ça, c'est de se dire, aussi bien pour un premier projet, donc on accompagne les gens sur un premier projet immobilier, mais en fait on accompagne pas mal de personnes qui ont déjà 3, 4, 5 projets à aller accélérer. Ouais. Et souvent les personnes arrivent et nous disent, en fait honnêtement, je n'ai pas besoin d'être accompagné pour faire de l'immobilier, j'ai déjà fait 3, 4, 5 projets. Et aujourd'hui, on leur dit, regarde, là, on a telle personne, je prends l'exemple de Claire par exemple, qui avait déjà 16 appartements. En 6 mois, on passe à 36. Mais, entre guillemets, on ne lui a pas appris à trouver un immeuble, on ne lui a pas appris à… Mais on a juste changé dans où est-ce qu'elle mettait son temps, comment elle devait réfléchir sa façon de travailler et de faire comprendre que oui, peut-être qu'un projet avec un tout petit peu moins de cash flow, mais beaucoup plus facile à gérer derrière, la ferait aller plus vite. Ouais. Parce que dans une vision 360, de ne pas avoir à gérer des gros travaux, de ne pas avoir à gérer X ou Y, lui permet rapidement de prendre du temps de ses ressources pour aller plutôt chercher un deuxième immeuble, etc. Et en fait, ça c'est un exemple. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur ton organisation où aujourd'hui tu ne bosses pas du tout sur les mêmes choses que là où tu étais au début. Mais c'est ce qui fait qu'on évolue. En fait, en fait c'est exactement ça, c'est de vraiment se concentrer sur pas ce qui va nous rapporter tout de suite, mais ce qui va faire que moi j'ai cette vision à 3 ans globalement, mais dans 1 an, 3 ans, on aille beaucoup plus vite que si on avait fait que une petite marche par une petite marche, en fait du focus court terme. Arriver à faire tomber un domino toujours plus gros. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, comment on arrive à le mettre en place, c'est que aujourd'hui, moi j'en suis à mon 18e projet IMO. On a accompagné 400 personnes à peu près. Donc du coup, on a cette vision globale de pouvoir dire en fonction des profils, parce que chacun a un profil aussi psychologique, façon de travailler un peu différente, on sait sur quoi il va falloir travailler pour aller plus vite sur les projets. Okay. Donc globalement, c'est un petit peu ça, c'est se dire qu'est-ce qu'on met en place. Et en fait, c'est tout bête, mais ça va complètement à l'opposé de tout ce qu'on voit sur les réseaux. D'ailleurs, faire des gros travaux, faire la location courte durée, faire des projets hyper complexes. Ouais. En fait, c'est beaucoup de vision court terme parce qu'en fait, ce qu'on vous vend, en fait, on vous vend ce que vous voulez. Vous pensez que je veux de l'argent rapide, facile et beaucoup d'argent en 6 mois. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si on regarde tous ces profils-là, les 2 à 3 ans, le chemin, il a complètement explosé en ayant déjà anticipé. Soit ça a énormément ralenti, ça a pris en valeur, mais pas à la vitesse que les gens l'imaginaient au début. C'est ça. Et puis, par exemple, quelqu'un qui part sur un très gros projet, je prends des exemples, des personnes qui me disent « Ouais, je suis en train de faire une division de maison en 3 appartements, 4 appartements. » Très bien. Moi, je ne dis pas que le projet n'est pas intéressant, parce que si les chiffres sont bons, il peut être intéressant. Mais est-ce qu'il est intéressant pour toi à cette étape-là de ton parcours d'investisseur? Tu vas te bloquer pendant 1 an, 2 ans, d'avoir les autorisations, de faire les travaux. Ouais, mais je vais dégager 50 000 € de plus-value. Ouais. Très bien. En combien de temps? En 3 ans. Ouais. Ramène-le déjà au mois que tu vas y passer. Mais parce que tu vas faire une partie de travaux toi-même. Ok. Donc pendant 2-3 ans, tu seras sur ce projet-là. Et au bout de 3 ans, tu auras 50 000 €. Très bien. Tu pourras pas faire. À côté, je te prends un exemple. Tu achètes un T2 et tu montes un petit immeuble, un immeuble moyen, grand, etc. Et en 3 ans, tu es à 10 projets réalisés. Tes 50 000 €, déjà en plus-value nette sur tous tes projets qui ont pris de la valeur, qui ont remboursé du capital, tu l'as facilement. Mais là, tu as, je sais pas, 2 000 € par mois de loyer. Et là, tu as peut-être 10 000 € par mois de loyer. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que du coup,
souvent, en ayant cette réflexion court terme de je vais gagner 40 000, 50 000 euros, en fait, ça va aussi t'enlever des ressources que tu ne vas pas utiliser dans l'acquisition. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment dans l'immobilier, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à une vision de 3 ans, 5 ans, moi je le vois avec mon père qui a acheté il y a 15 ans, aujourd'hui il a une dizaine d'appartements à Toulouse, quasiment en région toulousaine, payés, et qui ont fait x5, x10 même pour certains, en valeur. Et en fait, s'il avait fait qu'un seul appartement en disant je fais le meilleur, je fais le plus gros cash flow sur un appartement, mais en fait 15 ans après, il aurait un appartement payé qui aurait fait x10, mais il aurait peut-être gagné 80 000 euros, il n'aurait pas gagné 80 000 fois 10 appartements. Mais comment on vous vend ça? Oui. En fait, on nous vend des choses qui vont avoir un fort impact émotionnel. Là, je passe vraiment dans le côté, on triture un petit peu le cerveau. Vous allez avoir un fort impact émotionnel de oh là là, avec sa LCD à thème. Comme par exemple un appartement sur le thème du cinéma à Carcassonne, au hasard. On ne donne pas de nom. On ne donne pas de nom. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est moi. Non, je suis très content d'avoir fait ce projet et je n'ai pas été trop influencé. Mais bref, je reviens sur mon parallèle. On vous vend des choses qui vont avoir un fort impact émotionnel parce que ce sont les émotions qui vont vous pousser à acheter la formation, justement. Et voilà. Alors qu'avoir une méthode, mais que ça soit pour l'immobilier, que ça soit pour votre vie, que ça soit pour n'importe quoi, arriver à avoir le long terme et à mettre les bonnes choses en place. Vous voulez perdre du poids. En fait, c'est pareil dans tous les domaines. C'est pas maigrir tout d'un coup, tout arrêter de bouffer truc machin pour avoir ensuite des carences ou pour être malade ou juste pas heureux. Non, il faut trouver une méthode long terme, il faut avoir une alimentation saine, il faut faire du sport. C'est exactement ça en fait, tu l'as dit, c'est ça, je l'ai donné un exemple sur l'IMO parce que c'est celui qui me parle le plus aujourd'hui. En fait, c'est moi qui t'ai tendu la perche pour parler de mes racks. Mais on le voit dans tous les domaines. Et moi honnêtement, je me bats contre ça sur l'IMO parce que du coup, j'en vois tous les jours. Pas sur les personnes qui vont promulguer, je ne sais même pas comment on pourrait dire, mais qui vont diffuser ces messages-là. Mais j'essaie plus de jouer sur ceux qui écoutent et qui croient en fait que ça va être facile parce qu'on ne leur partage pas les à côté entre guillemets négatifs. Ok. Je pense que c'est pas mal. J'ai encore une petite question, je pense qu'on va un petit peu accélérer par rapport à ça. On a dépassé l'heure. Okay. On va un petit peu accélérer par rapport à ce qui est prévu. Je vais sauter quelques questions, mais il y a celle-là que je ne voulais pas sauter. Aujourd'hui, si tu avais une valeur que tu voulais partager à notre audience, qu'est-ce que ça serait? Une valeur, j'en ai plein. Une. S'il n'y en avait qu'une que tu voulais nous faire passer, que ce soit même à moi ou à l'audience. Pour moi, la valeur la plus long terme, c'est le professionnalisme. Ok. En gros, c'est vraiment professionnalisme, on peut le tourner un peu dans plusieurs sens. C'est envers tout ce que vous faites déjà pour vous-même, parce que c'est cette vision long terme, d'avoir cette méthode, cette structure, etc. Envers les gens avec qui vous travaillez, parce que pareil, si vous vous renvoyez une image professionnelle, les gens ont plus envie sur le long terme de travailler avec vous. Et là, je prends l'exemple de l'entrepreneuriat de Meraxa par exemple, dans ce que vous allez délivrer en termes de services et de produits, mais plus c'est pro, plus c'est sérieux finalement, et pas bancal, et pas limite, que ce soit juridiquement sur plein de choses. Mais peut-être que sur le court terme, vous allez faire bouffer par tous les marketeurs qui vendent du rêve. Mais par contre, sur le long terme, vous allez vraiment créer quelque chose qui, cette valeur-là, va se retrouver dans ces personnes-là et donc va vous faire un sorte de cercle qui va revenir derrière. À nouveau, on revient sur faites les choses pour le long terme, faites les choses pour durer, pour être bien. Et je suis vraiment aligné avec ça. Et c'est dire, en fait, moi, ce que je me rends compte, d'ailleurs, c'est intéressant, il faudrait que je le reprenne, des vidéos que j'ai faites il y a 2-3 ans quand j'ai lancé Meraxa ou même des podcasts sur lesquels je suis intervenu. Aujourd'hui, je dirais exactement la même chose. Okay. Tu vois, c'est ça qui est hyper important, c'est qu'en fait, alors peut-être que sur le marché IMO, il y a plein de choses qui ont changé, mais tu vois, sur les grands principes, ça va rester le même discours. Et c'est là où tu te rends compte des personnes qui, en fait, dans 5 ans, seront encore là et pourront diffuser encore le même message. Ouais, arriver à avoir son temps. Pardon pour le bon. En quelques mots, dans le pro et dans le perso, où est-ce que tu te vois dans 3 ans, le fameux, ou 5 ans? En quelques mots. Alors moi, déjà à 3 mois, je ne sais pas où je suis. Ah ouais. J'essaie ma bras droit, enfin moi je me fais accompagner sur la partie développement business global. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler sur la vision, même à 20 ans, et on diminue petit à petit. J'ai énormément de mal parce que
tout va très vite. Ouais. Tout va très vite et j'ai aussi ce côté psychologique où, en fait, moi, me mettre des objectifs, c'est mettre des plafonds. Je ne mets jamais d'objectifs parce que ça veut dire que je me mets une limite. Il y a une réelle différence entre vision et objectif. Ouais, exactement. Et les gens ne saisissent pas vraiment ce truc-là. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est un peu comme un point. Ouais. Et la vision, c'est une ligne. Et en fait, la vision, c'est la direction globale. Et tu dis, voilà, voici comment j'aimerais être, etc. À 3 ans, moi, un peu l'idée globale que j'ai en ayant fait tout ça, c'est de dire qu'est-ce qui me fait kiffer le plus et qu'est-ce que j'aimerais garder derrière. Ce qui me fait kiffer le plus, c'est le fait de mentorer, le fait d'aider des personnes à monter d'un niveau. Tu vois, moi j'en suis peut-être à un niveau 3 par exemple, d'aider des personnes qui sont à un niveau 1 à monter à un niveau 2, des personnes qui sont à un niveau 2 à monter à un niveau 3. Ça, c'est ce qui me fait le plus kiffer de voir ces personnes évoluer et derrière hyper gratifiant pour elles et pour toi parce que en fait, tu leur as permis, grâce à ton expérience, etc., de monter sur l'immobilier ou sur autre chose. Donc vraiment garder cette partie-là mentorant et en fait, en ayant le plus d'impact. Donc moi, dans l'idée, c'est que je serai actionnaire dans plusieurs boîtes, un peu en mode ce que j'appelle business advisor, c'est-à-dire un peu comme qui veut être mon associé. Oui. Globalement, c'est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire j'aurai atteint une certaine expérience, un certain réseau, une certaine expertise, etc. Et plutôt que, par exemple, toi, tu veux développer quelque chose, tu dis, tiens, je te conseille sur comment le développer. Je dis, écoute, vas-y, moi j'ai cette expertise-là, j'ai ça. Toi, tu as l'expertise opérationnelle de ton sujet, par exemple, développement, perso, organisation, etc. Vas-y, go, on s'associe ensemble. Et moi, j'amène tout l'écosystème, par exemple, des réseaux, des ventes, du marketing, de ce qu'on a pu faire sur un écosystème et venir au board en mode conseil pour développer ça. Donc je le verrais plutôt comme ça, je pense que ça va tourner sûrement autour un peu de l'immobilier parce que ça reste mon expertise principale. Mais voilà, à 3 ans, je me vois vraiment un côté où je ne suis pas forcément focus que sur une boîte, mais j'aurai plusieurs sociétés dans lesquelles je serai à un certain pourcentage en fonction d'eux et dans lequel je vais pouvoir vraiment, 80% de mon temps, on va dire business, sera sur une réunion, tu vois, hebdo, de ok, allez, c'est quoi les challenges du moment, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur les 3 prochains mois, vraiment juste sur la partie développement. L'opérationnel, de dire tiens, on va mettre tel tunnel de vente, non. Par contre, de dire ok, tiens, là, on pourrait développer telle mini-formation parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin que ça. Ok, maintenant après, tu déploies avec tes équipes, etc. Mais amener cette idée de développement, ces idées de développement, c'est un peu ça. Et est-ce que ça serait pas la première fois que tu parles de ça sur les réseaux, je pense que c'est un peu sur les réseaux, c'est un peu la première fois que j'en parle aussi. J'en parle pas mal avec ceux qui m'accompagnent du coach business, et avec ma bras droit aussi. Même mes équipes, ils le savent aussi. Je prends de plus en plus plaisir, j'ai toujours pris plaisir à accompagner, à transmettre, etc. Mais je me dis, où est-ce que j'aurai le plus d'impact? Et tu vois, là, sur cette partie business, être en mode coaching business pour quelqu'un, l'aider à développer, mais ça va beaucoup dépendre de lui, de l'énergie qu'il met, des challenges qu'il va rencontrer. Alors, je me dis, par contre, si je m'implique dans la boîte, et donc je ne pourrais pas en faire 100 000 non plus, tu vois, mais vraiment, si je m'implique, je pense que l'impact sera beaucoup plus grand. Donc, bien choisir le type de boîte, etc., le type d'associé finalement avec qui je serai. Et c'est ça qui me ferait kiffer de me dire j'ai pris une boîte, je sais pas, qui fait 100 000 euros, je l'amène à 1 million, à 3 millions, grâce à une expertise qui n'est pas la mienne, une expertise opérationnelle, mais par contre grâce à tout ce que j'ai pu avoir comme expérience sur ce que j'appelle le développement d'entreprise. Ok, génial. Et sûrement dans le digital, je pense, parce que aujourd'hui tu me dis je veux ouvrir un resto ou un magasin. Oui, j'aurais peut-être quelques idées marketing, tu vois, mais ce ne sera pas forcément mon domaine d'expertise, quoi. Et puis l'avantage du digital aussi, c'est que tu peux travailler d'où tu veux, tu peux continuer à voyager, peut-être du Brésil. Par contre, c'est exactement ça. Là, je pars en Mongolie cet été, tu vois, par exemple, en 2 semaines. Je pense qu'il n'y aura pas de connexion Internet. Et c'est vraiment la finalité dans tout ça. Être nomade. Dans chaque… Avoir le luxe de pouvoir être nomade. Exactement. C'est pas forcément de l'être, mais c'est d'avoir le choix de pouvoir l'être. Et ça, c'est la grosse différence. Souvent, on se dit, je veux faire… Non, c'est je veux juste avoir le choix de me dire si je le veux, je peux.
et j'ai pas de contrainte entre guillemets de le faire, que ce soit financière. Au début c'était ça, financier. Ok, maintenant le financier il est passé, je pourrais me permettre de le faire. Mais du coup, si je le fais, est-ce que Meraxa ou est-ce que Limo, ça va pas planter? Donc, le mettre. Et pareil pour tout le reste. Ok. Il y a un rêve que tu avais et que pour l'instant, tu n'as pas encore commencé à chasser, à aller, à poursuivre, quoi. Non, pas forcément de rêve. Je monte un peu petite étape par petite étape. Là, les prochains trucs, ce serait vraiment d'être intervenant sur des événements plus physiques. Là, je le suis sur des podcasts, des événements digitaux, j'interviens. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ok. Je dis ça, okay. Vous verrez pourquoi. Ok, intéressant. On va faire notre propre séminaire, du coup, en 2026. Ouais, on n'a pas encore les dates, mais on va le caler en 2026. C'est en train de s'organiser. Mais ouais, vraiment d'être intervenant parce que j'ai ce côté toujours de pouvoir retransmettre et le fait d'être intervenant sur un séminaire, ça permet de retransmettre à plein de personnes d'un coup aussi, le même chose. Puis il y a une atmosphère quand même qui est très particulière. Et moi, pour ceux qui me connaissent, j'adore le réseautage, les événements, les trucs. C'est comme ça qu'on s'est connu. C'est comme ça qu'on s'est connu. C'est comme ça que j'ai connu la plupart de mes potes investisseurs entrepreneurs aujourd'hui. Il y a un feeling spécial quand tu es entouré de personnes qui ont le même état d'esprit, qui avancent dans le même sens. C'était trop drôle parce que je faisais ça à Paris quand j'étais encore salarié en 2021-2022. Et donc, je passais de la journée avec mes collègues de boulot, qui d'ailleurs sûrement vont écouter et je les adore, mais avec un état d'esprit franco-français, ingénieur. On se plaignait toujours des mêmes choses, mais on mettait aucune action en place pour sortir du truc, du schéma, etc. On est salarié, on croit qu'on a une sécurité. Et puis il y avait le truc de j'ai pas eu d'augmentation cette année, etc. Mais honnêtement, quand j'étais au taf, il y a un truc qui me plaisait pas, j'écrivais au RH. En fait, c'était pas juste je râlais, je mettais les actions en place pour faire grandir l'entreprise. Pour faire grandir et surtout pour que je me retrouve pas une deuxième fois dans la même situation. Mais là, souvent, c'était je me râle et ok, t'as fait quoi? Ah ben rien, ça va pas bouger. Si tu fais rien, ça va pas bouger. Donc il y avait ce côté-là. Et même si je les aidais un peu tous à investir dans l'IMO via leur RP, via des choses comme ça. Et le soir, je passais dans un truc plus à Paris, donc tous les soirs il y a des événements. Investisseur IMO à la base et puis après entrepreneur. Et donc, donc j'ai vraiment ce côté-là où tu vois ce qu'on faisait avec Damien, ce qu'on fait nous ici maintenant sur Toulouse aussi. Donc le côté événement physique, il y a vraiment une stimulation particulière, une énergie. Nous, tu vois, avec Meraxa, tous les 3 mois à peu près, on fait ce qu'on appelle les week-ends immersions. On réunit, c'est quasiment que nos élèves, hein. On réunit que 16 personnes. On fait visite de terrain, visite de chantier, puis journée un peu atelier, conférence. Mais en fait, souvent, c'est ce que les gens vont venir, entre guillemets, c'est ce qu'ils achètent, ces journées-là. En fait, ce qui repart, c'est un niveau d'énergie et de boost qui est énorme. Parce que pendant 2 jours, 48 heures, tu es H24 ensemble avec des conversations hyper stimulantes. Et tu ressors de là, tu dis, ouais, tout est possible. Ah ouais, carrément. Ouais, donc mais ça, c'est clair. L'entourage, on est la moyenne des 5 personnes. L'entourage et surtout l'entourage régulier. Tu vois, c'est vraiment d'entretenir ça. Et même moi, aujourd'hui, je le fais, mais plus sur l'entrepreneuriat. Je fais plus trop d'événements purement immobiliers, mais sur l'entrepreneuriat, de continuer de m'imprégner de personnes qui sont 1, 2, 3 niveaux au-dessus encore. Donc voilà, donc un peu des rêves, entre guillemets, des petits rêves là de 2020, on est quoi en 2025 pour l'an prochain. 2026, c'est d'intervenir sur des événements plus physiques et de vivre cette expérience-là, du coup, de speaker. Trop bien. Bah, du coup, vraiment, si je pouvais sortir un conseil de ça, c'est sortez, allez vers justement ce qui vous attire et les gens qui font ce qui vous attire. Parce que quand on s'entoure de ces choses-là, moi vraiment, une des choses que je dis le plus, que ce soit pour l'immobilier ou l'entrepreneuriat, c'est que c'est l'entourage qui fait tout. On repasse en mode autopilote, en mode par défaut quand on est avec les collègues salariés et tout ça. Et pareil que toi, moi je les adore, mes collègues, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce n'est pas ceux qui vont vous pousser à investir un truc de plus. Ce n'est pas ceux qui vont vous pousser et mettre le doigt sur ce petit blocage que vous avez. Tiens, et si tu montais cette boîte-là, Marc? Non, Marc, c'est vraiment pas une bonne idée en fait de le faire. Ah, mais c'est vrai que mes collègues salariés, ils l'auraient peut-être pas eu. Mais heureusement, je me suis entouré des bonnes personnes. Et un petit conseil supplémentaire sur ça, que je ne faisais pas forcément. Et c'est, je prends un exemple, parce que moi, dans la boîte dans laquelle je me fais accompagner, on fait ça, on a fait ça ce matin, c'est ce qu'on appelle des cerveaux collectifs.
Franchement, si vous arrivez à le faire, c'est hyper puissant. C'est un peu ce qu'on a fait ensemble quand tu es venu la dernière fois. Entourez-vous, il n'y a pas besoin d'être beaucoup, mais 3, 4, 5, c'est bien d'être un petit nombre comme ça. Et dites-vous, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, vous réunissez et vous échangez sur vos projets. L'intérêt, c'est quoi? C'est que, comme tu le dis, on est souvent la tête dans le guidon sur ces projets et on a une vue directe parce qu'on est dans l'opérationnel. Voilà. Et de pouvoir en discuter avec des personnes comme tu dis, qui ont le même état d'esprit, le côté bienveillance, etc. En fait, eux, ils sont externes, ils ont une vision de se dire, ok, d'un point de vue externe, qu'est-ce que j'en pense? Et en disant, mais non, en fait, là, tu es peut-être en train de foncer dans le mur parce que tu n'as pas vu ça, parce que tu es tellement obstiné sur un truc. Et en fait, d'échanger sur des choses comme ça, je trouve que ça fait grandir énormément en termes de prise d'expérience parce que d'un côté, sur vos propres projets, et à côté, c'est que même si vous n'avez pas forcément de challenge particulier, de difficulté particulière sur le moment, le fait d'entendre les projets un petit peu des autres, où ils en sont, ce qu'ils ont fait, etc., de vous dire, ah ouais, ça c'est vrai que je n'y ai pas pensé, je pourrais le mettre en place chez moi. C'est ça. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi on fait les coachings collectifs chez Meraxa. C'est un peu l'idée, c'est de dire, des fois j'arrive, j'ai pas forcément de problématique, mais j'écoutais lui qui devait faire partir un locataire, lui qui avait un problème sur la location courte durée. Ben, du coup, je me dis, ah ouais, mais attends, en fait, finalement, moi aussi, je pourrais l'utiliser. Et donc ça, arriver à vous créer en local, c'est bien, du coup, en local. En physique, tu veux dire? Ouais, moi j'aime bien. Après, parce que j'aime bien le côté physique, vous pouvez le faire en visio, etc. Moi, je l'ai essayé plusieurs fois avec des amis en visio. Ça perd une partie. Ça perd et tu le lâches facilement, entre guillemets. Mais en physique, d'arriver à vous l'entretenir une fois, ouais, il n'y a pas d'obligation, mais tous les mois, tous les 2 mois, faire cette petite réunion d'une heure, 2 heures ensemble, je pense que ça peut beaucoup aider à aller plus vite finalement. Ok. Je ne peux que partager ça. La prochaine question, normalement, c'était à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent changer leur vie. Tu leur dis quoi? Ben, on pourrait soit parler de l'entourage, comme on vient de faire, soit arriver à créer un cerveau collectif qui revient à nouveau. Ouais, passer à l'action. À l'entourage. Passer à l'action. En fait, c'est vraiment passer à l'action parce que tu parlais des rêves tout à l'heure. Un rêve, finalement, tant que vous ne mettez pas d'action, il n'y a rien qui va se réaliser. Aujourd'hui, je croise beaucoup de personnes, notamment des personnes qui veulent se lancer plus dans cette phase de lancement, qui ont des rêves, des objectifs magnifiques, mais en face, il n'y a pas les actions. Et des fois, c'est bizarre. Des fois, je dis, ok, très bien, tu as cette volonté-là. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, mais en fait, là, cette semaine, c'était un peu difficile. Et ça, quand la personne sort direct des excuses, Ouais, il y a une vraie rage en moi, pas contre la personne, ouais, mais contre la mentalité. C'est exactement pareil. Et des fois, enfin, aujourd'hui, notamment sur Instagram, on discute avec beaucoup de personnes tous les jours. Et je vois ça. Et en fait, ça fait monter comme si une rage, même une sorte de frustration en me disant, purée, tu as un super profil, tu as tout pour avancer. Il y a tellement de personnes qui aimeraient être dans ta situation aujourd'hui. Tu as ces objectifs-là, c'est cool. Et tu n'essaies même pas de t'en donner les moyens parce que, comme tu dis, ah ouais, mais en fait, là, ça ne va pas marcher. Arrêtez de. Mais c'est français, je pense, c'est psychologique. C'est la faute de notre cerveau, en fait. Notre cerveau, il est fait pour nous protéger, il est fait pour voir les dangers, il est fait pour qu'on survive. Tu as tout expliqué. Et en fait, il nous pousse à nous dire, ah ouais, non, c'est vrai que je pourrais y perdre des plumes là. Et il y a une étude qui le montre. Je n'ai pas les chiffres en tête malheureusement, mais il y a vraiment une étude qui montre qu'on va préférer, je crois, 3 fois plus d'éviter la perte que de gagner plus. Donc, on retrouve exactement la même mentalité. Et je pense sincèrement que les gens peuvent travailler sur ça et qu'on peut, comme nous, être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus regarder ce qui est possible de faire et de faire abstraction, mais pas bête. On va pas. Je vais pas aller taper ma tête contre un buste. Mais voilà, de ne pas regarder le côté perte ou alors d'en être conscient, mais de se concentrer vraiment sur le positif et sur ce qu'on peut gagner. Et il y a une phrase qu'on m'a dite récemment, c'est tout est possible. Et en fait, je pense que la réflexion à avoir, c'est de dire, nous ce qu'on dit, je prends l'exemple des certains élèves qui sont un peu comme ça, qui rentrent chez nous et qui sont comme ça aussi au départ, on dit, dis-toi qu'il n'y a aucune limite. Et nous, on vient mettre des limites. C'est-à-dire qu'en fait, dites-vous de base que tout est possible, que c'est possible, etc. Et avancez comme si c'était possible. Et en fait, à chaque étape, juste une fois que vous êtes passé à l'étape, dites-vous, ok, comment je fais juste pour sécuriser l'étape où j'en suis là. Mais faites plutôt, comme tu dis, ce chemin plutôt inverse, de dire j'avance et je sécurise,
plutôt que j'essaie de me sécuriser et en fait, j'avance pas parce que je me suis mis trop de freins, trop de barrières. C'est ça. Ben, il y a un truc moi que je trouve vraiment époustouflant, c'est quand on se met soit un projet beaucoup trop gros pour ce qu'on peut faire, soit une deadline beaucoup trop courte. Ouais. Ben, on va quand même mettre tous les efforts en place et tout plein de choses, si on n'est pas bloqué par la peur, bien sûr, pour arriver à réussir là, ça. Si on prend Elon Musk, par exemple, il fait énormément ça. On prend un exemple de cette personne, on ne prend pas la totalité de la personne, voilà. Mais en faisant ça, on va aller vachement plus loin que si on s'était dit, bon allez, je vais faire un petit truc là, comme ça. À la même date, si on a un projet vraiment énormissime et un projet tout petit, pour cette même date, eh bien, on ne sera pas du tout au même endroit. Et pareil pour les véhicules, en gros, où est-ce qu'on Tout veut le aller partie développement. dans notre En fait, vie. c'est Ouais. ça. C'est vraiment Viser haut. le fait, ouais, et le fait de se dire que c'est possible, de pas déjà réfléchir par les problèmes, mais juste plus par, ok, il y aura des solutions. Je reprends l'exemple sur mon immeuble où j'ai eu l'arrêté d'insalubrité. Ah oui. C'est le même truc, à un moment donné, t'as pas le choix. Moi, j'étais dans cette situation où j'avais pas le choix d'avancer. Et du coup, c'est de se dire, en fait, ok, je peux pas me dire, ouais, mais ça va pas marcher. Ça. Non, j'ai pas le choix. Il faut que ça marche. Et il y aura toujours Il y a des toujours solutions. toujours. Et d'avoir, c'est vraiment un fond d'état d'esprit. Et donc d'avoir ce fond d'état d'esprit, ben, c'est ce qui va vous permettre de passer les étapes. Et ouais, moi, c'est vraiment le gros conseil parce que ça sert dans tout. Et c'est la base en fait. Tout est possible. By Joris Cruisin. Today 2025. Mais on le marque. Bon, les amis, une dernière petite citation avant de passer à la question. Comme je vous ai dit, je vais me prendre pour Julien oui. Lepers. On va aller fort à l'impact. Mais une petite citation, bien sûr, je vous la fais en anglais, c'est Peter Drucker qui l'a dit. The best way to predict the future is to create it. Donc, la meilleure façon de prévoir le futur, c'est de le créer. À vous, les amis, de créer votre futur. Et je pense que, bon, nous, on s'en donne les moyens, mais il faut s'en donner les moyens, c'est vraiment hyper important. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Je sais pas, mais j'ai pas le choix. Accrochez vos ceintures. Tout est possible. Tout est possible. Vraiment, le but, c'est de répondre par un mot ou vraiment par une phrase. Là, Ok. ça va être du tac au tac. Le but, ça va être que tu répondes le plus vite possible. Concentration, concentration. Je suis rapide. Flash McQueen pour ceux qui n'ont pas la référence. Alors, ok, on démarre. Première question. Un livre que tu recommandes. La semaine de 4 heures. Semaine de 4 heures. Ok. Un conseil que tu donnerais à ton toi de 20 ans. Démarre l'immobilier plus vite. Ok. Une habitude qui a changé ta vie. Me lever tôt le matin. Te lever tôt le matin. Ok. Un mantra ou une phrase que tu te répètes souvent. Un objectif, c'est se mettre des plafonds. Ok. T'es du matin ou du soir du coup? Les deux. Non, je suis de la nuit. T'es de la nuit. Du calme. Ok. Ah, il te faut du calme. Ouais, Ok. moi je peux bosser jusqu'à 6h du mat, de minuit à 6h Oui, du parce que mat. t'as pas de J'ai dérangement. j'ai pas de dérangement et ouais, c'est vraiment la nuit Mm. et j'essaie de changer parce que c'est compliqué. Eh oui. Surtout quand on se lève tôt. Un mot pour décrire ta vie aujourd'hui. Un mot. Ah ah. Celle-là, elle est compliquée, c'est normal. Oh, purée. Est-ce qu'on lui met la pression? Tic, tac, tic. Un mot pour décrire ma vie aujourd'hui. Et ça, c'est ma personnalité, c'est to be improved. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains concepts en anglais. À améliorer. En gros, améliorer. Ouais, Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, un éternel insatisfait. ouais. C'est ce qui me pousse à faire tout ça, Mais c'est un carburant. l'auto-challenge. C'est un carburant. C'est auto-challenge. En fait, aujourd'hui, je prends l'exemple de Meraxia, on est quasiment 14 dans l'équipe. L'année dernière, on était 3, 4. J'aurais pu rester à 3, 4, c'était parfait, ça tournait, on accompagnait des personnes, ça marchait. Mais je me suis dit, on peut faire plus. On peut faire plus. Et tout est possible. Et tout est possible. Et j'ai envie de goûter, j'ai envie de tester, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne, tu vois. Et en fait, c'est ça. Donc, je suis toujours en constante amélioration. Mais même moi, dans ma réflexion, je prépare le petit-déj. Je suis en train de sortir les œufs du frigo. Je suis déjà en train de penser à dire, attends, je vais mettre le pain grillé parce que c'est le pain qui prend le plus de temps, le temps que ça sorte et l'eau qui est en train de bouillir. Donc, je calcule tout pour optimiser ce temps-là et faire en sorte que je n'ai pas de perte de temps dans ça. Et ouais, il y a toujours une amélioration constante. Et pour moi, dans tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas une possibilité d'amélioration,
c'est qu'il y a un problème. Ok. Ouais. C'est quelque chose qui te remplirait pas complètement. Ouais, Je comprends. complètement. Je comprends. Donc ça, c'était un mot pour décrire ta vie Ouais. en amélioration continue en fait. Amélioration continue. Improve, ouais. Il y a des concepts en anglais qui sont difficiles à traduire en français, mais ouais. Qu'est-ce que les gens font trop? Réfléchir. Ok. Qu'est-ce que les gens font pas assez? Passer à l'action. Non, écouter. Écoutez. Ah ouais, écouter. Et ouais. Et On est très concentré on est sur très parler. borné. On est très borné. Ouais. Ouais, et très parler. Et juste écouter. Et ça va faire une grande différence. Ouais. J'ai vraiment cette image là quand tu me dis ça, mais j'ai vraiment cette image de quand tu te mets vraiment à écouter en fait, tu as le calme qui vient autour et tu vois vraiment les choses. Tu n'es plus dans l'action, dans le bruit, dans le truc, dans le machin. Ouais. Tu as des vraies choses qui Tu viennent. sais, quand je suis dans un événement, je suis toujours entre 3 conversations. En fait, en train d'écouter. Ah ouais. Ouais. Et, mais plusieurs. ouais. Et vraiment de prendre le temps parce que voilà, ça te permet de capter un maximum de choses. Ok. Et une question pour terminer qui est un peu plus, bon, qui est importante pour moi, qui a rien à voir avec l'IMO, tout ça, mais pourquoi on passe de plus en plus de temps sur nos téléphones au lieu de vivre une vie la tête haute? L'addiction. Ouais, l'addiction, c'est bien. Ouais, l'addiction, et c'est le côté cerveau. C'est le nombre d'images par dopamine. seconde. Ouais, la dopamine, ce que je cherchais comme mot, dopamine, le nombre d'images par seconde, etc. L'ego. Ouais. Sur les réseaux sociaux, c'est de l'ego. Attends, mais en fait, c'est C'est le le- court c'est- terme, exactement. Au lieu de construire Ouais. quelque chose à long terme, Mais, encore, on est et sur ça, je travaille énormément dessus. Sur des phases, je suis constamment sur le téléphone, alors en fait, qu'il n'y a pas besoin. Tu vois, par exemple, je suis beaucoup sollicité sur des messages, etc. En fait, je pourrais très bien dire, je réponds que de 15 à 16. Tu vois, la semaine de 4 heures, c'est un peu ça. Je réponds que de 15 à 16. Quel échange! Merci beaucoup, Joris, c'était hyper intense. J'ai plein d'énergie là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que tu as passé un bon moment? Un très bon moment, super. Génial. Moi, ce que je vous propose, avant de clôturer, de quitter cette vidéo et cet audio, je te vois, toi, je te propose une chose, c'est de laisser un commentaire. Bon, tu peux aussi noter, tu peux aussi mettre 5 étoiles, un pouce bleu, ce que tu veux, suivant la plateforme sur laquelle tu es. Mais surtout, tu laisses un commentaire. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est pour moi. C'est que tu vas booster l'algorithme, tu vas permettre peut-être à quelques personnes de plus de voir ça. Tu peux aussi le faire en partageant, ça me ferait très plaisir. Mais voilà, la première raison, c'est pour moi. Mais la deuxième, et c'est la plus importante, c'est pour vous. Je vous propose de mettre en commentaire quelque chose qui vous a vraiment marqué dans ce podcast. Une idée, un truc qui a été débloqué, une phrase qui vous a marqué, un livre que vous avez envie de lire, quelque chose qui va vraiment vous apporter. Pourquoi? Parce que là, vous avez écouté un podcast avec plein de connaissances, plein de clés, plein d'outils. Mais ensuite, pour l'appliquer à votre vie et pour que ça vous bouge vraiment les fesses, pour passer à l'action, comme dirait l'ami Joris, eh bien, on a besoin de ça. On a besoin de commencer peut-être par l'écrire là, que ce soit sur un commentaire, pour avancer. Vous avez besoin de l'écrire sur votre téléphone, sur un cahier, et d'y réfléchir et de revenir dessus. Donc voilà, je vous propose ça. Un petit commentaire, tu mets un pouce, tu mets 5 étoiles, tu t'abonnes. Et je pense qu'on peut se dire à bientôt. Un petit mot de la fin, Joris, peut-être? Ben, comme tu l'as dit, un passage à l'action hyper important. Et comme tu as dit, en fait, c'est bien d'écouter tous les podcasts que vous voulez, etc. Mais vraiment noter, comme tu as dit, ce qui vous a marqué et implémenter. L'implémentation est le plus important parce que toutes les connaissances ne vous feront pas passer à l'action. Génial. C'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir ici. On s'est régalé. Enfin, moi, je me suis régalé. Pareil C'est un aussi, super moment. au top. Ouais. Voilà. Mais du coup, je te souhaite le meilleur pour la suite. On reste en contact. Yeah. Messieurs, dames, vous aussi, je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à nous faire un retour, comment améliorer ce podcast. Sur ce, prenez soin de vous et ensemble, créons un héritage qui nous rendra fiers.